tous les trois. Bonjour. Bon, d'abord, je suis ravi de vous avoir tous les trois réunis pour parler de ce film donc, qui sort aujourd'hui en salle, Affection, Affection. Et la première question que je voulais poser concerne l'élément que le spectateur, la spectatrice découvre avant même d'avoir vu le film, c'est-à-dire son titre, Affection, Affection, qui redouble ce mot pour en souligner le double sens. Comment il vous est venu? C'est le double sens effectivement qui nous intéressait en premier lieu. Donc le mot est à la fois un mot lié à la tendresse et un mot lié à la maladie, ou quelque chose de plus sombre. Et ça nous semblait assez juste par rapport au film et au ton du film aussi, qui est aussi, je pense, entre légèreté et moments plus graves. Et puis, moi j'aime bien aussi parce qu'il est musical. Oui. Voilà. Et musical, et aussi il vient d'une chanson au tout début. Oui, ça c'est pas il y a une chanson, ça c'est presque anecdotique. Enfin, au départ c'est anecdotique et puis en fait finalement ça l'est devenu de moins en moins. Il y a une chanson de Plastique Bertrand qui s'appelle Affection, qui est sur l'album un album de 78 dont le titre m'échappe, qui a été aussi l'objet d'un 45 tours. Le morceau s'appelle Affection, mais dans le refrain il le redouble, il répète ça. Affection, affection, comme dit mon grand chien. Et ça nous a semblé immédiatement très musical. Voilà. En fait, le fait de ce redoublement, à l'entendre dans la chanson, on s'est dit, mais c'est voilà, il y a quelque chose qui coule tout seul et qui se laisse porter quoi, par. Et tout le film fonctionne avec un système d'écho, de double, d'apparition, disparition, enfin par deux. Et c'est aussi pour ça, voilà, qu'on a redoublé le mot. Et puis après l'avoir adopté, on a repensé à Alain Resnais, à Je t'aime, qui est un film aussi qui nous est assez cher à notre cœur, un film sur la mémoire, sur un impossible retour dans le passé, sur des machines sur une machine qui essaie de ressorts en commun. De rassembler le passé, le présent et l'impossibilité qu'il y a ça. Donc plein de raisons. Ouais. Et il y a déjà beaucoup de pistes, je trouve, de fenêtres qui s'ouvrent sur ce qu'est le film. D'abord cette richesse d'influence qui caractérise, je crois, votre cinéma, y compris depuis le début, les cours dont j'ai découvert, j'avoue, certains très récemment, parce que tu les as envoyés. Il y a vraiment cette place en fait, de la citation à la fois littéraire, très très présente, avec un brassage d'horizons littéraires absolument fabuleux, de la Renaissance au roman noir, en passant par la philosophie, enfin voilà. Et puis pour la musique. Je sais que toi tu as une pratique de la musique, et on y reviendra peut-être plus tard, pour savoir un peu comment ça s'est joué cette fois. Mais voilà, alors cette conjonction d'univers aussi cinématographique, là tu parlais d'Alain Resnais, Je t'aime, c'est pas forcément le cinéaste auquel on pense, en tout cas de la nouvelle vague auquel on pense en premier. On voit beaucoup Rohmer, on voit beaucoup Rivette, avec ses jeux de pistes et de sens qui n'en finissent pas. Et il y a un petit côté aussi lynchien, avec quand même un côté mystérieux, très Twin Peaks quand même. Alors comment ça s'est agencé ça pour vous Lynchien? Ouais, un petit lynchien blanc. C'est nul. Non, mais c'est comme ça qu'on travaille en fait. Oui, c'est ça. Est-ce que ça fait rire ou pas? Ça fait rire. Si ça prend un petit peu de temps, alors on se dit ok, on garde, si on ne regarde pas, souvent on ne regarde pas. Et donc le film il se fait par collage, il se fait par assemblage, il se fait par des petites envies qu'on a même comme ça, qui sont pas des grosses influences. On dit on va faire un film. Comme Rivette, comme Rohmer, après c'est des. Voilà, on est nourri par. C'est des gens qui s'endorment en fait. Vraiment, qui on rêve, qui on se réveille, qu'on voit dans ce décor de voir Rivette et que souvent on croise dans la rue quoi, voilà. Oui, ce sont des cinéastes de chevet, comme on dirait. De chevet, d'éveil, de sommeil. Le chevet se retrouve aussi bien au coucher qu'au lever. C'est ça finalement. Ça correspond assez bien. Et on amène beaucoup de choses aussi qui viennent pas du cinéma. En fait. Oui, justement, il y a tout un apport en fait des arts extérieurs au cinéma, la littérature, la peinture, tout ça qui a très beaucoup d'importance. Elle revient peut-être davantage dans la peinture, elle apparaît
peut-être davantage dans Les Bêtes blondes, mais la littérature est toujours omniprésente, la musique aussi. Et puis voilà, on a Marc qui a fait déjà beaucoup de très grandes choses au cinéma, mais qui est surtout un homme de théâtre. Enfin, en tout cas, tu as beaucoup travaillé avec le théâtre, et il me semble que tu as commencé par le théâtre. Ah oui. Donc on a encore aussi cette... Et toi, comment t'es-tu approprié ce personnage de Jean-Claude qui n'est pas un personnage central du film, mais enfin qui est périphérique, c'est-à-dire il n'est pas un personnage de premier plan sur le papier, mais en fait on se rend compte qu'il est assez central, parce qu'il détient des clés que les autres n'ont pas et qui lui donne un ascendant aussi sur beaucoup de personnages même de premier plan. Ben, quand je l'ai lu, je me disais comment je vais faire pour l'aimer surtout. Et puis j'ai rencontré Maxime et Alexia sur la place de la Bastille, Oui. à la fin de l'été, et j'ai adoré cette rencontre. J'ai trouvé cette rencontre absolument merveilleuse, chaleureuse, riche. Je me suis dit oui, je vais arriver à rencontrer Jean-Claude. Parce qu'au départ, je ne savais pas trop qui il était. Mais nous non. Et il ne se laisse pas découvrir comme ça aussi, je pense. Enfin, je ne sais pas, mais... Mais c'est toute la magie du personnage qui m'a évoqué, moi, voilà, on en parlait la dernière fois ensemble, mais cet autre personnage très différent Oui, que tu incarnes chez Albert Serra dans Pacifiction, même si c'est une figure tout autre, oui. celle de l'amiral, il y a quand même ce côté trouble qui... Oui, d'ailleurs Albert Serra m'avait dit on ne va pas savoir qui c'est. Voilà. Mais Maxime et Alexia ne m'ont pas dit ça, ils m'ont dit voilà Jean-Claude, il est là, voilà, et dans ce... Et là, moi je posais plein de questions, je disais mais oui, mais est-ce qu'il est là depuis longtemps, est-ce que... Enfin, tu vois, et puis je sais pas, j'ai commencé à avoir une sorte de familiarité, d'amitié avec lui. Et surtout je me suis dit, il faut que son corps arrive. Que son corps advienne. Pour moi, c'était ça le plus important. Comment il va arriver? Et c'est lui qui va probablement me dire qui il est, par où l'aborder, enfin tu vois. Et puis après, à un moment donné, c'est le corps qui prend la place. L'acteur n'existe plus, heureusement d'ailleurs, parce que l'acteur a toujours envie d'être bien, et de réussir, et d'être aimé. Voilà. Et là, du coup, ce corps embarrassé un peu, mais cet embarras était probablement son vécu, enfin, ce qu'il avait été, ce qu'il avait... Et puis comme ça, il y a cette rencontre avec Rita, qu'il revoit, mais c'est comme si c'était quitté la veille, et comme si c'était jamais quitté. Ça c'était très émouvant, je trouve. Je connaissais Nathalie, mais j'avais jamais travaillé avec elle, et je l'ai aimée tout de suite. Vraiment. J'ai l'impression que ce film est aussi l'histoire d'une rencontre presque amoureuse en fait, entre toutes les personnes qui lui ont permis d'exister, bon, à commencer par vous, et puis Agathe Bonizer, Christophe Paou, Nathalie Richard, enfin j'ai l'impression qu'il y a eu une richesse aussi de la découverte mutuelle et des échanges qui se sont tissés. Tout à fait. On sent que c'est un film, comment dire, quelque chose de l'ordre du tissage, quoi. Vraiment, moi j'ai senti ça, quelque chose de... Justement par rapport au personnage de Jean-Claude, on avait écrit, après s'être rencontrés, on s'était dit on va écrire, on va un peu étoffer, on va plus expliquer qui est le personnage. Donc il y avait une discussion à la base qui était un petit peu plus longue entre le personnage joué par Nathalie et Jean-Claude. Et au montage on s'est dit non, en fait c'est beaucoup plus intéressant que Jean-Claude soit plutôt discret, qu'il ait un passif, on pense, assez intense, vu que c'est un ancien dealer, on sent qu'il y a une histoire d'amour très forte, mais moins en dire, et garder en fait Marc, qui est absolument génial, dans les deux, je trouve dans les deux moments d'émotion en fait, plus franches du film, et tu parlais du corps, et je pense que c'est le seul moment, je pense, dans le film où le corps, mais de manière qui s'exprime, presque performatif, c'est sur la plage à la fin, avant l'explosion, et voilà, et à l'hôpital où il manque un peu de ton corps, mais qui est très très doux. C'est le seul moment, je pense que c'est un moment, c'est le moment le plus tendre, et à la fois, avant, qui advient après le moment le plus... C'est une des plus belles scènes du film. Enfin, il y a beaucoup de scènes très belles, mais pour moi, c'est vraiment une scène très, très, très forte. Et bon, moi, je pensais
pas forcément en parler parce que je ne voulais pas divulguer un élément d'intrigue et tout ça, mais puisqu'on en parle, moi je trouve que c'est ce moment justement où tu es physiquement mutilé en fait, par un imprévu dont on ne dira rien de plus. C'est un moment qui illustre aussi quelque chose que le film porte. Du début à la fin, c'est cette idée de la perte quand même. De la disparition, bon, évidemment, qui est celle de Kenza, qui est donc la belle-fille de Géraldine, interprétée d'Adèle Hitzer, donc le personnage principal. Cette adolescente qui est sa belle-fille, qui s'appelle Kenza, disparaît du jour au lendemain, donc ça c'est la première disparition. Et ensuite, on est dans une succession en chaîne comme ça de disparitions, celle du petit chien, celle de... Mais il y a une disparition aussi immatérielle en fait, qui est de l'ordre de... Et vraiment l'absence, je trouve, mais comme désertion des lieux, c'est le choix aussi, on va y revenir, de filmer la Côte d'Azur qui est le lieu du tourisme et vraiment de la suractivité estivale. Vous avez choisi de filmer l'hiver. Alors saison, vraiment, il n'y a plus personne. Il y a vraiment une idée de la perte dans le film et de l'absence que je trouve très forte. Et en même temps avec une idée de ressac et de renvoi, de mémoriel, physique, historique. Les choses s'en vont, elles sont perdues, on les croit perdues, puis elles reviennent quand on les attend pas. Enfin, le film n'arrête pas de jouer avec ça, que ce soit pour les personnes, les objets, les situations, les souvenirs. C'est un film qui... je crois qu'on l'avait fait un peu dans Bête Blonde aussi. Ce qu'on aime bien, c'est malaxer. On part d'une idée plutôt simple, l'idée d'une disparition, et donc ça... Et puis une enquête derrière cette disparition qui devrait être quelque chose d'assez linéaire. Puis en fait, ce qui est amusant, c'est de sortir des choses, de les replier vers l'arrière, de les replier vers l'avant, de faire un feuilletage comme ça, un feuilletage de temps et d'histoire qui sont un feuilletage, un tissage. Et les choses vont, reviennent, et ça se construit en fait, pas tellement d'avant en arrière, mais plutôt en empilant et en profondeur. Ça pense de la base non, je pense que ça donne de la profondeur, de l'épaisseur, et ça fait exister non pas plus qu'une histoire, je pense que ça fait exister pour nous un monde, une petite poche comme ça d'univers qui contient sa propre logique, ses propres références et sa petite vie. Et les personnages, moi je voulais aussi revenir sur le travail qu'on a fait avec Marc, parce que le travail qu'on a fait avec Marc, il y a vraiment une phase d'écriture et de découverte du personnage qui a suivi notre rencontre. On écrit des choses qui sont des coquilles, et puis on a ou non la chance d'avoir le temps de faire ça, mais on a eu en tout cas cette chance d'avoir ce temps-là. On a le temps ensuite de rencontrer par le casting des comédiens, des comédiennes, et de les faire aller de les faire entrer dans le personnage, et parfois de réajuster comme des petits tailleurs. C'est ça, comme les costumes aussi. Oui, Comme on ne travaille pas tellement la psychologie, disons, des personnages, le personnage se construit aussi par le costume. Et le costumier, Adrien Gentil, a amené en fait... Complètement. Non mais silhouette, et c'était assez compliqué de trouver une silhouette pour ce personnage. Et lui, il a pensé, je crois, au Yakuza, ou à la mafia japonaise. Oui. Voilà. Il y a eu un petit blouson, enfin. Mais qui était un blouson italien, voilà. d'un couturier italien. Enfin, tu vois, c'est des détails, mais je pense que ça compte. Enfin, c'est ça aussi, l'image, et ça construit aussi. Ouais. On a construit aussi le personnage, comme tous les autres personnages, d'ailleurs, pas leur costume. Les ressorts esthétiques aussi bien que les idées voyagent de toute façon. Oui. C'est ça qui est la magie aussi pas seulement du costume, en fait, de tout ce qui relève encore d'un artisanat ou d'un savoir-faire artistique et manuel au cinéma, toute cette confection des costumes et puis des décors. D'ailleurs, indépendamment des décors naturels extérieurs, quelle place ont joué les décors dans le film? Est-ce qu'il y a une partie de décors construits? Pour des raisons budgétaires, on a tourné dans des lieux qu'on connaissait, qu'on nous prêtait. Très rares décors qui ont été loués pour une musée, mais la plupart du temps c'était vraiment des arrangements, parce que pour parler de production, le budget étant très, très réduit, ce qui nous importait surtout c'était de travailler, bien travailler avec les gens avec qui on travaillait, et ne pas mettre de l'argent dans des choses qui pouvaient paraître secondaires, par exemple la construction. Donc on a tourné l'appartement de Géraldine par exemple,
la maison, Moi je pensais le lotissement ou dans Géraldine, voilà. Ça c'est quelque chose qu'on a construit, c'est un décor dans lequel on avait accès, on avait accès bien longtemps avant, là, depuis très longtemps. On l'a conçu pendant des semaines, en y vivant, en amenant des choses, en trouvant des objets, en lui construisant, en construisant un peu sa personnalité par la décoration de son intérieur. Et puis de toute façon, les décors là-bas extérieurs sont tellement beaux. Enfin, il suffit de regarder. En tout cas photogénique et très... Voilà, et ça se joue à quelques jours près où c'est vidé après les vacances de tous les touristes. Et donc il y a vraiment une notion un peu post-apocalyptique. On les sent encore, mais il n'y a plus personne et il y a un vide qui est quand même hallucinant. Et on voit tous les résidus de ce qu'est cette région ultra touristique. Donc, parce que les parkings sont beaucoup trop grands par exemple par rapport aux supermarchés qui existent. Enfin, il y a des parkings partout alors qu'il n'y a plus de voitures. Il y a des restes de cabanons sur la plage. Et en fait, tout ça devient hyper fictionnel. Mais c'est vrai qu'il naît de ces décors quelque chose d'assez crépusculaire en fait, Ouais. de lointainement californien, et c'est là qu'on fait Lynch en fait. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'abandon des lieux qui sont entièrement dédiés, c'est-à-dire construits et puis dédiés à une activité qui est relativement passagère dans l'année. Et moi je connais très bien ça parce que, donc, comme tu le sais, moi je viens de là-bas et de cette côte du sud-est de la France que moi j'ai toujours de loin préféré hors saison et qui prend une coloration mélancolique, crépusculaire alors même qu'il fait beau, du simple fait qu'elle se vide alors qu'on a l'habitude de la voir surpeuplée. Et ça c'est très bien rendu dans votre film. Et il n'y a pas beaucoup de cinéastes, je trouve, qui ont filmé la Côte d'Azur de cette manière, en tout cas d'une manière qui en révèle la face obscure, quoi. Il y a eu des tentatives très disruptives, très originales, de moquis ou de mordeurs aussi, mais vous, avec en plus cette touche un peu à la fois post-romérienne et en même temps un peu pop. Bon, c'était plus pop dans les bêtements, c'est tout à fait unique. Moi j'aime beaucoup cet écosystème-là que vous créez. On avait en tête, en fait, on avait un film en tête, un film californien qui est le privé de Robert Altman, Oui, bien sûr, en Dubaï, qui était aussi un peu un lézé au mur, comme ça, qui était assez loin de ce qu'est le film, mais qui donne une couleur. C'est arrière-plan de film noir quand même. C'est un film noir, mais c'est une adaptation particulière d'un roman de Raymond Chandler. C'est-à-dire c'est une adaptation dans laquelle vraiment Elliot Gould, notre Sylvien Elliot, joue Philippe Marlowe dans une tenue qui a l'air d'être... il est habillé comme s'il sortait des années 40, 40-50, et il est en plein milieu de la côte... de la côte californienne hippie des années 70. Et il est paumé au milieu de ça. Il ne comprend pas vraiment le milieu dans lequel il se trouve. En plus, l'histoire est une histoire de... il se fait plus ou moins rouler, enfin, il ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Donc, on avait ce film et le décor du Var, pour nous, est une espèce de petite côte californienne. Enfin, il y a une espèce de petit Los Angeles. Enfin, même avant ce film-là, ça fait longtemps qu'on rêve de ça, qu'on regarde ce paysage. Moi j'avais un copain qui vivait à Los Angeles, il m'envoyait pour que je vienne le voir, j'ai pas fait. Mais il m'envoyait des photos, il disait viens. On était là-bas, je disais mais non mais c'est la même chose, il y a des collines, des grandes piscines, c'est pas l'océan mais c'est la Méditerranée. Il y a vraiment une petite Les Varois eux-mêmes le disent, hein. Je ne sais pas si toi Marc, tu as un peu connu aussi ce qu'était la région il y a quelques temps. Moi ça me rend totalement mélancolique. Oui. Plus il fait beau, plus je suis mélancolique. Oui, mais ça c'est... Et je suis allé en Californie, aussi là je suis allé à San Francisco, et pareil j'ai été d'une grande mélancolie. Là j'ai été profondément déprimé quand je suis arrivé à San Francisco, et heureusement que je suis allé à New York après. Donc on sous-estime le pouvoir de cette mélancolie solaire en fait, qui est celle des... Il faisait beau tout le temps, il y avait un ciel rose le soir, et je me disais mais sous ce ciel il y a eu des Indiens. Voilà, et ils étaient là, et là il y a ça, mais je me disais même pas et là il y a ça, je disais et pareil je comprenais plus rien. Les Indiens et puis cet épuisement aussi du rêve des hommes, aussi, des hommes qui ont conquis cette terre au prix de tous les crimes ou de tous les sacrifices aussi. C'est cette espèce d'horizon perdu
Oui, c'est très juste et on peut presque faire ce parallèle avec ce qui a été pour beaucoup d'immigrés italiens, notamment la Côte d'Azur, à toute très petite échelle. Ça a été aussi un rêve pour beaucoup d'Italiens. Mais la différence, c'est que la Méditerranée est une étendue d'eau plutôt rassurante. Elle est inquiétante évidemment quand on est perdu dessus sur une embarcation de fortune. Mais comparé à l'océan, c'est pas un mur. C'est quand même un territoire fait d'eau, mais qui réunit, qui réunit les gens. Et c'est ça aussi que c'est aussi il y a aussi cet imaginaire là pour nous face à la Méditerranée. C'est pas la fin de quelque chose. C'est pas une falaise comme l'océan. Et notre imaginaire de la Méditerranée, je pense que et les petites divagations sur l'Antiquité que le film porte ou qu'on a pu voir dans d'autres films, nous renvoie comme à ça, nous renvoie à l'idée que qu'il y a un peuple, quand même, une communauté autour de cette Du moins, c'est ce que la Méditerranée est censée être aujourd'hui. On voit qu'à la lumière triste d'une actualité. C'est une lutte, oui. Voilà, faut lutter, c'est un unitaire aujourd'hui d'exclusion, de séparation, qui a tendance aussi à dissimuler sous les oripeaux d'un tourisme qui se porte bien par endroits et de ce côté vacancier, de carte postale, en fait des plaies qui sont même liées à l'histoire récente, pas seulement à la crise migratoire, mais aussi à l'histoire récente, qui sont terribles. Et je trouve que c'est de manière sous-jacente, Affection parle aussi de ça, de cette ambivalence qui est celle du théâtre de la Méditerranée, alors qu'on est à l'endroit même que la plupart des gens considèrent comme le Havre. On est quand même sur la Côte d'Azur, qui est considérée comme une sorte de bulle, et qui est une bulle. Mais on parle plus largement de ces fractures-là, je trouve. Quand on retire le tourisme, il reste des gens, il reste des histoires, c'est ce qu'on a essayé aussi de faire avec cette scène qui apparaît, la scène des portraits qui revient à la fin du film. Elle est très importante pour nous. Alors, c'est un film qui est vraiment fait pour tous les comédiens et toutes les comédiennes. C'est pas un film autour, évidemment, Géraldine est le personnage principal, mais on a vraiment essayé qu'autour d'elle tout le monde existe, et existe à une juste place, qui ne soit pas une place de faire valoir. Et donc, il y a ce moment où on reprend tout le monde et on les enlève, on a une galerie de portraits en longue focale où tout le monde vaque à ses occupations et nous rappelle que en fait ces gens-là ne sont pas au service simplement d'une histoire, du film, les personnages en tout cas sont là aussi dans leur monde, dans leur vie quotidienne, et sur leur territoire. C'est aussi ça, je pense, qui est important dans ce territoire, c'est de ne pas faire un film folklorique, un film anecdotique sur une Côte d'Azur. On n'en peut plus de voir dans la fiction comme un truc qu'on agite pour faire un petit exotisme. Je trouve que c'est un film qui agit en fait exactement là où on ne l'attend pas. C'est-à-dire, par l'humour, un humour très fin d'ailleurs, et que je retrouve dans tous vos films, qui vient déjouer le drame des situations, ou en tout cas lui donner une coloration autre. En fait, par l'humour, le film parle de tragique, que ce soit à travers la disparition de la mère de Kenza, avant la disparition de Kenza elle-même, parce que la mère de Kenza, on apprend assez vite qu'elle s'est noyée, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances, d'où point de départ de cette enquête. Il y a toujours, encore une fois, une sorte de double approche dans le film. Oui, Non, oui, sur l'humour, oui, on écrit comme ça en fait. Moi j'aime les films avec des différences de ton, je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Je pense qu'on n'arrive pas à écrire en prenant les choses en se prenant trop au sérieux en fait. On essaie de garder, parce que tout est assez horrible actuellement, et donc on essaye de, je sais pas, de garder une forme d'élégance. Je sais pas si je veux dire élégance, mais en tout cas une distance. Voilà. Parce qu'on sent que ce humour cache quelque chose de beaucoup plus douloureux quand même. Oui, il y a un constat qui est... J'ai l'impression que l'humour en soi, c'est pas une qualité. C'est-à-dire qu'en fait, l'humour, l'humour qui est exclusivement porté sur les autres, l'humour de sarcasme,
gêne, je pense nous gêne, ça peut être très drôle des fois, mais ça ne va pas faire un film. Voilà. Et je pense que parfois le film se moque de ses personnages, se moque de certaines choses. Avec tendance, quand même. Mais surtout, je pense qu'on essaie d'employer un humour qui se retourne sur le film lui-même. On essaie de se moquer aussi bien de nous, de nos enfin, ce qu'on fait quand on écrit. C'est-à-dire Que des limites du cinéma aussi. Et puis surtout de dire, attention, on est sérieux et en même temps, on sait que là, peut-être, vous allez nous trouver trouver qu'on appuie un petit peu trop, peut-être qu'on est un petit peu trop, on est un peu trop sérieux dans cette chose-là, on la pense vraiment, mais voilà, on peut aussi rire de ce que le film essaie de faire, de ce que nous on essaie de faire, voilà, en essayant de garder à l'esprit qu'on a une distance aussi avec ces choses-là et que c'est pas pour donner des leçons qu'on fait des films. Voilà. On balance de l'humour dès qu'on sent qu'on commence à devenir un petit peu donneur de leçons, un petit peu trop grave. Et quelle part ont joué les acteurs, par exemple toi Marc ou même Agathe, Christophe Hogg, dans sinon la coécriture, disons toutes les interactions autour du texte, notamment sur les échanges, les dialogues entre eux, parce qu'ils sont parfaits. Il y a des moments vraiment où ça coule, et c'est très agréable parce qu'on sent que c'est assez... c'est taillé au couteau, j'ai envie de dire, c'est très bien écrit. Très bien écrit, très bien... et on sent qu'en même temps vous habitez chacune vos textes. Mais je trouve qu'il y a eu, en tout cas on en avait parlé quand on s'était rencontrés, une sorte de, d'élasticité qui était là, qu'on pouvait aussi, c'était assez élastique, qu'on pouvait trouver de l'espace à l'intérieur de ces contraintes aussi. Donc voilà, ça c'était très présent en tout cas, dès qu'on s'est rencontrés, et après au tournage, oui, bien sûr. Il y a des phrases qu'on a envie de... Une fois qu'on a rencontré les gens, les comédiens, il y a des phrases qu'on a envie de mettre dans leur bouche, et puis d'autres qu'on a envie d'enlever parce qu'on sent bien qu'elles ne vont pas prendre la tournure qu'on... Bien sûr. Avec Marc, quand même, disons-le, Marc, ce qui nous intéressait vraiment avec Marc, c'était que le personnage Jean-Claude est un ancien drogué, un ancien dealer. Un ancien drogué. Un ancien drogué, et un ancien drogué d'abord, un ancien dealer, et que Marc Fusini n'est pas la personne qu'on attend de manière la plus évidente dans ce rôle. Je les ai prévenus, j'aurais dit, vous savez, j'ai jamais pris. Non, mais si on manque d'imagination, on ne va pas chercher Marc Fusini. Or, c'est ça qui est passionnant, c'est justement de se dire que... C'est que vous en avez beaucoup. Alors, je ne sais pas si on en a beaucoup, mais en tout cas, on fait appel à celle des spectateurs et des spectatrices. Voilà, c'est quelque chose qui crée une dialectique entre le personnage et les intentions qu'on pourrait, ou les clichés qu'on peut avoir derrière ce que le film propose. Oui, c'est deux univers finalement qui se rencontrent, et c'est a priori... Ce qui fait que Jean-Claude est un personnage très riche, c'est qu'a priori, il ne ressemble pas aux clichés qu'on peut avoir d'un ancien drogué, d'un ancien dealer sur la Côte d'Azur. Et ça c'est comme c'est comme un gap entre deux choses, et on peut peupler cette ça c'est super. Et puis il a un visage presque d'empereur romain pour moi aussi. Et je trouve On te verrait bien sur une pièce d'or. Et oui, c'est ça. Et comme il est question aussi un peu d'antiquité, un petit peu dans le film, ça nous semblait aussi un drôle de mélange, justement. Je t'ai coupé, pardon. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est très juste. C'est très juste. Et Jean-Claude est stable, il est le gardien, il est aussi l'espèce de... Il est comme un phare dans le... Il se confond peut-être aussi un peu avec le décor, il est aussi un peu une incarnation de la cité, voilà, dans le film. C'est celui qui est là avant tout le monde, qui est là quand tout le monde s'en va, qui est là pour attendre les autres, et qui renferme des secrets. Et qui ne partira jamais, peut-être aussi. Qui partira jamais. Il va partir pour là. Non. À la fin du film, en tout cas, on sent qu'il est encore un peu coincé. Hein. Oui. Mais
Ouais, il est dépositaire de quelque chose. Il est dépositaire de l'histoire de Rita, l'histoire de l'histoire de Géraldine aussi, en partie, de l'histoire de Cali. Voilà, il est dépositaire de l'histoire de beaucoup de monde. Et... Lui connaît les secrets des autres, Oui, en c'est tout ça. cas il semble C'est les ce connaître, que- mais on ne ouais. sait rien de lui, on ne sait même pas s'il est le père de Géraldine, alors que la question se pose à un moment. Ça, On coupera ça. Mais jusqu'à la fin on l'ignore, de toute façon. C'est sûr. Et la question se pose dès qu'il arrive, c'est pour ça que je me suis permis de Oui, oui, mais c'est très, Mais très, complètement, c'est une vraie c'est- question. c'est- Enfin, c'est- bien sûr, c'est le... bien de se la poser, disons. C'est induit par le, oui, c'est induit par le film. Et je me la pose encore. Disons que la fin répond légèrement, enfin de manière un peu plus Mais très ouverte quand même. éclaircie, de manière ouverte, cette Très possibilité. ouverte, parce que- Mais c'est encore une fois, c'est là que je disais que le film frappe, agit là où on n'attend pas. C'est-à-dire il parle de l'universel à travers l'archi locale, il parle du tragique à travers le rire et l'humour, mais un humour fin qui n'est pas autocentré, qui est un humour toujours dialectique, parce que tout est dialectique en fait dans votre œuvre, hein, je pense. Et puis voilà, quelqu'un comme cette figure voilà, de Jean-Claude qui est extrêmement ambivalente et en même temps, comme tu le disais, très stable, dépositaire d'un héritage qui est celui de la passation en fait, presque. C'est-à-dire, il a presque un rôle d'ancien au sens premier Le dealer. du terme. C'est presque c'est voilà, ça, c'est celui qui- Justement, il y a toujours ce qui jeu organise, oui. qui est très fort, je trouve. Est-ce que vous croyez à la puissance, mais concrètement, je ne dis pas philosophiquement, empiriquement, concrètement, est-ce que vous pensez à la puissance subversive du rire ou de la joie dans un monde qui s'assombrit et qui se laisse gagner par un désenchantement, qui est celui qui règne un peu aujourd'hui à l'échelle planétaire? Je pense qu'il faut rester vigilant surtout. Ouais. Voilà. Le rire, la joie, je sais pas, c'est difficile quand même. Mais Je pense à la oui. phrase de Deleuze qui disait Ouais, que ouais. la joie était particulièrement... Mais c'est Oui, il y a mais toute oui. une tradition de la défense de la joie. La joie, Oui, oui, justement. mais oui, mais Ouais. oui. La joie. Le rire, non, je pense qu'il faut s'en méfier parce que Oui. il est, Oui, il y a vraiment un rire de droite aujourd'hui. Soyons clairs, voilà. Tant pis si ça nous coupe une certaine partie de notre public. Mais il y a vraiment un rire de droite gênant que la gauche emploie de temps en temps, mais quand même assez rarement, qui est un rire de sarcasme et d'humiliation. Et la télé, par exemple, bien sûr. l'emploie de plus en plus d'une manière extrêmement violente. Et donc ce rire-là, moi, il me gêne. Enfin, je pense. Mais il a toujours gêné quand même. Il était rare, c'était un rire dans les marges. Il devient dominant. Donc le rire, non. Je ne pense pas que le rire en soi soit forcément une qualité Non, subversive. Mais la joie, Mais la joie, oui. permet d'être resté éveillé. Enfin, c'est ça, Oui. c'est ça en fait, qui est important dans la joie. Oui, mais la joie, vraiment, bien sûr. La joie qui est quelque chose qu'on fait ensemble et pas contre quelqu'un, pas contre quelqu'un d'autre, pas contre une autre communauté, pas contre une personne. Surtout que, comme tu viens de le suggérer, et c'est très important de le dire, ce rire du sarcasme qu'on pourrait dire voltairien en France, ou ce rire de la moquerie, son rapport en fait, le rapport de domination maintenant c'est complètement inversé. À la base on a un rire plutôt des marges, en tout cas de la dissidence contre le pouvoir, contre plus fort que soi, et donc ce rire même investi de cette charge violente en fait est dans un rapport déséquilibré, un rapport de lutte contre plus fort que soi. Et aujourd'hui ce rire qui est détestable et qui est celui notamment que la télé promeut, en fait il part d'en haut et il se dirige vers les plus vulnérables. Bien sûr, oui, tout à fait. Et Oui, c'est ça, c'est l'intention du rire qui est. Et oui, soyons joyeux. Soyons joyeux. Soyons joyeux. j'avais en tête le rire justement intelligent et sensible, affectueux, empathique, enfin il c'est toujours tendre. Vos films sont très drôles, il se moque aussi, vos films se moquent beaucoup, je trouve. Mais à commencer, ils se moquent de vous, d'eux-mêmes. Ils se moquent de nous, ils se moquent de nos prétentions à à faire des films même. C'est-à-dire qu'on voit, je pense qu'on fait des films un peu, parfois un peu comme parfois comme de l'art brut. Voilà, vraiment, c'est-à-dire en y allant sans chercher à être savant, sans chercher à être. On parlait de référence, on parlait de plein de choses, mais en même temps, on est quand même très immédiat dans ce qu'on fait. On adore lire, on adore voir des choses, on adore parler des choses, mais en même temps, il faut que ces choses-là disparaissent quand le film se fait, pour qu'elles essaient de pas se mettre en surplomb, ou en surpoids. En surplomb, exactement.
voilà, enfin, on est des amateurs. Enfin, moi, en tout cas, quand par exemple, je parlais de musique tout à l'heure, on va vraiment Tu es compositeur des musiques de tes films quand même. Je compose. Pas le dernier. Pas le dernier, pas le dernier. mais justement, c'est pour ça. Je compose la musique des films, mais par contre, je ne refais pas une identité, je ne me définirai pas comme un compositeur. D'ailleurs, je pense qu'on est réalisateur, réalisatrice évidemment de nos films, mais surtout on fait des films. Enfin, je pense que ça paraît rien, mais je pense que c'est important de le dire comme ça. C'est pas une posture, c'est pas une position, c'est Non, mais pratique en fait. C'est un ressenti qu'ont certains cinéastes, pourtant extrêmement reconnus, très inspirants et influents quand même dans la sphère d'impact qui est la leur. Je pense à Cavalier par exemple, ou Mordeur dont je parlais tout à l'heure, dont on peut apprécier ou non l'esthétique et les partis pris formels, mais ce sont des gens qui se définissent avant tout comme filmeurs. Gérard Courant, c'est pareil. Des filmeurs, des faiseurs de films, plutôt que comme des cinéastes à part entière. Alors que la communauté des cinéphiles et des critiques autour, on les considère comme des cinéastes à part entière. Et eux n'ont pas ce regard-là sur eux-mêmes, en tout cas pas au départ, et pour beaucoup pas dans la durée. Parce que je pense qu'ils sont dans un processus surtout. Oui. Dans un processus que dans quelque chose une culture du produit fini. Exactement. Je pense que c'est ça aussi c'est ça qui est attirant. Mais la limite entre le produit fini et le processus est parfois difficile aussi à établir dans une œuvre qui est à ce point cohérente et qui suit un fil. Enfin, il y a quand même, je trouve, une grande cohérence à la fois formelle, de fond aussi dans toute votre filmographie, alors même que les films ne se répètent pas. C'est ça qui est intéressant. Il y a des... Encore une fois, j'en reviens au ressac. Il y a quelque chose qui est de l'ordre chaque fois du ressac, de l'éternel retour de certaines choses qui habitent vos films, même des petits motifs, des détails, par exemple l'histoire de la pièce, qui apparaît déjà dans un court-métrage. C'est lequel? C'est Navarin. Navarin, c'est ça, Navarin. Et enfin, il y a d'autres choses, la musique, enfin... Mais en même temps, ça ne se répète pas vraiment. Et donc, on est encore dans un processus, et pourtant, on a affaire à des produits qui sont finis. Donc c'est vrai qu'on n'est pas dans une logique journalistique par l'image, mais... Je pense qu'ils sont faits à la main, les films. En fait, ils sont faits vraiment comme... C'est de l'artisanat. Morceau par morceau, y compris dans l'écriture. Et puis qui sont... En fait, parce qu'on est deux, c'est qu'une filmographie, c'est, à part le premier film, vraiment, qui a été le premier court-métrage, c'est une réalisation de Alexia. Moi, j'avais fait que... La musique, c'est très important. Mais c'est une discussion, voilà, en fait, c'est une longue discussion entre nous qui fait que les films se font. Voilà, c'est pas très intériorisé en fait, la fabrication de ces films. Ils sont toujours tout de suite dehors, tout de suite devant nous, tout de suite. Parce qu'il faut tout de suite en parler à quelqu'un, donc c'est tout de suite un objet. Et cette discussion, elle ne s'interrompt pas, parce qu'on discute déjà du prochain film quand on est en train de préparer, de faire la prépa d'Affection Affection, et puis quand on l'écrit un petit peu, on laisse tomber, on entame le suivant. C'est un travail atelier en fait. Qui se fait sur un coin de table, dans le salon. On aimerait bien avoir un atelier. Toi Marc, avant de rencontrer Alexia et Maxime, tu connaissais un petit peu déjà leur premier Pas du tout. Au départ, c'est Emmanuel qui m'a dit est-ce que tu voudrais pas jouer un dealer? Je lui ai dit je crois pas, je ne sais pas. C'est comme bien jouer un amiral. Oui, c'est comme quand Albert Serra m'a dit je pense à toi pour un amiral. J'ai dit un amiral? Je lui ai dit tu es sûr? Oui. Voilà. Ou peut-être un espion. Ah, je dis un espion, oui. D'accord. Mais non, ce sera un amiral. Et voilà. Tu es peut-être un peu les deux dans ce film. Mais bon, c'est pas une autre histoire. En tout cas, voilà. En tout cas, il est question de droit aussi. Ouais. Oui, tout à fait. Et non, je l'avais pas vu, donc il m'a envoyé Bête Blonde, et puis après je les ai rencontrés, et voilà, et les choses se sont faites comme ça. Je suis rentré dans ce mouvement fluide. Mais on sent que c'est et intelligent, surtout. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est la grande intelligence. Partage d'intelligence, et ça fait plaisir à voir parce que ça se sent vraiment. Et je voulais juste rebondir sur ce que tu disais Maxime, parce que tu as évoqué l'art brut, c'est quelque chose qui a beaucoup compté pour moi dans les dernières années, et ça me permet un petit peu ouvrir une autre fenêtre qui est celle de votre expérience, parce que qui dit art brut dit voilà, il y a une part d'autodidactique, il y a une part d'auto-apprentissage, de rupture avec le cadre disons académique de l'apprentissage des savoirs. Et je voulais savoir justement, moi je sais un petit peu pour toi, mais je ne sais pas vraiment pour Alexia, et quelle a été votre formation
dans le cinéma, enfin, d'où vous venez exactement, comment vous vous êtes formé. Toi je sais que tu as fait la Villa Arson, et toi il me semble que tu as fait une école de cinéma. Non, pas du tout, j'ai fait les beaux-arts à Genève en fait. D'accord, ok. Ça s'appelait Média Mixte, D'accord, donc c'est photo, vidéo, d'accord. installation. Voilà, et non, j'avais jamais. J'ai pas du tout fait l'école de Donc vous venez cinéma. tous les deux des Beaux-Arts, enfin vous Ouais, êtes des des arts plasticiens, plastiques, ouais. plasticiennes, et vous êtes arrivés au cinéma par... Oui, d'ailleurs, les premiers courts-métrages étaient financés par des fonds d'art contemporain en Suisse. D'accord. Ouais, je me souvenais de la Suisse, mais je pensais que tu avais fait l'école... Non, et en fait, le premier cours, j'ai rencontré par chance toute une équipe qui sortait, on avait le même âge, qui sortait de la FEMIS, un chef opérateur, un monteur, un mixeur, et donc ça a permis en fait de professionnaliser un peu de manière plus classique, disons, c'était encore en pellicule, les courts-métrages, voilà, et puis petit à petit, comme j'avais vraiment envie de raconter des histoires, ou de créer un monde plutôt. On a commencé à écrire ensemble les courts-métrages suivants avec une équipe de cinéma qui nous a suivis presque jusqu'à maintenant. En fait. Et donc pour en revenir à la musique, donc habituellement tu étais compositeur de la musique des films que vous aviez fait, en tout cas de la plupart, mais il me semble tous. Enfin, sur Bête Blonde, une partie de la bande-son sont des morceaux qui sont existants. Qui existent avec Oui, nous. ça je me souviens. Des morceaux plutôt pop ou actuels en tout cas. Et puis il y a des citations classiques aussi qui reviennent dans certains. Voilà. Mais sur le dernier film, tu as fait le choix vous avez fait le choix de faire appel à Mischa Vanoni, que j'ai eu l'occasion de connaître aussi, voilà, à Pavillon Mesure. Et donc comment ça s'est passé cette collaboration? Tu l'as laissé carte blanche, vous lui avez laissé carte blanche, vous avez discuté musique ensemble? Non, on lui a juste dit qu'on voulait quelque chose de léger en fait. Un instrument, comment partir d'un instrument très léger. Il nous a tout de suite proposé une série de petits morceaux faits avec une flûte, je me souviens pas le nom. Je crois qu'il dit que c'est une flûte globulaire. Globulaire, c'est une sorte de grosse En flûte en céramique, et c'est Ah oui, bizarre. je vois, Bah, moi je voyais pas du tout ce que c'était. Et ça donne un son très très léger. Et ce qui était très intéressant dans les essais qu'il nous avait envoyés, qu'on a écoutés en voiture en fait, je me souviens, il avait laissé le souffle, ce qu'on enlève en général quand on enregistre la musique. Et on a trouvé ça magnifique, ce souffle, cette respiration. Qui reprend à chaque fois qu'il souffle dans son instrument, et on a essayé de garder ça parce que ça faisait comme une sorte pour nous de personnage en supplémentaire dans le film, dans le paysage. C'est comme quelqu'un qui susurrait encore des choses à l'oreille de Géraldine en fait. Et on a aussi décidé de mettre très peu de musique. Oui. Ouais, et puis, Mais quand elle est là, on la sent bien. De faire, Oui. voilà, c'est ça. C'est une vraie présence. D'aménager des. C'est aussi ce que Mischa, lui, a envie de défendre dans son rapport à la musique. Enfin, en tout cas, la musique dans la musique de film, c'est aussi créer du vide pour pouvoir que la musique s'entende mieux quand elle intervient. Et puis on a fait des choix assez sévères. Hein. Comme pour l'image, d'ailleurs, l'image, on a quand même mis des règles en place avec Pauline Sicard, la chef opératrice. On a vraiment choisi un jeu réduit de focale, une grammaire de plan assez on n'allait pas trop loin, on ne se rapprochait pas trop, on a dit qu'on n'essayait de pas aller d'éviter les gros plans, d'aller plus près que les plans américains, en tout cas pour la plupart des plans du film. Avec la musique c'était pareil. Réduisons le nombre d'instruments, réduisons son intervention et gardons comme ça certains moments des possibilités, des libertés de faire intervenir une musique beaucoup plus reconnaissable comme musique de film. À 3 moments, il y a une musique de film au sens canonique, qui est une musique de film qui est plus mainstream, qui arrive et donc qui s'entend d'autant mieux qu'on l'a retenue. Oui, qu'on lui a réservé un écrin finalement. Et donc il a composé tous les morceaux de flûte très légers, ce qu'on peut dire c'est important, je pense que c'est au montage avec Jeanne Sarfati, notre monteuse, en fait, Mischa n'a pas composé avec le film fini, en fait il nous a donné avant la musique, pour ce qui est de la musique avec cette flûte modulaire, tout ça, et c'est Jeanne aussi au montage qui l'a placé de manière assez brute en fait.
il est intervenu après avec ce qui est plus symphonique, qui est plus instrumentalisé. Ça, il a vu avec le film King, il a écrit ces 2 morceaux. C'est les 2 morceaux, ouais, 2 ou 3 morceaux. Voilà. Oui, donc il y a vraiment un jet de montage, ça, c'est vrai, c'est important de souligner dans la... qui vient aussi de la... Et puis c'était un instrument qu'il ne maîtrisait pas aussi, c'était aussi un truc vraiment qui nous amusait beaucoup, parce que c'est un violoniste, d'abord, il joue son instrument, mais les instruments avant sont moins son registre, donc il avait un rapport plus, moins savant avec cet instrument-là. Donc il y avait déjà ce risque là aussi. Voilà, c'est ça qui était un déséquilibre. Mais c'est super d'avoir ces petits morceaux parce qu'on les a vraiment écoutés tout le long, des repérages, du tournage, quand on finissait. Ouais. Toujours ça dans la voiture. Qui accompagne justement par cet aspect de chuchotement, de susurration dont tu parlais. Ça accompagne cette atmosphère quand même assez de spectralité quoi, qui habite vraiment le film. C'est-à-dire moi je pense à ce concept d'anthologie, de cette espèce de lieu hanté qu'est la Côte d'Azur telle que vous la montrez hors saison, et en même temps avec cette spectralité, cette hantise aussi d'un passé dont on n'arrive pas vraiment à démêler le vrai du faux, la part de drame aussi, en tout cas on ne parvient pas vraiment à élucider. Et la musique vient vraiment participer de cette dynamique, je trouve. Le souffle, c'est aussi un peu la présence de Cali. Voilà, oui, aussi, c'est la meilleure. Cette reprise de souffle, c'est aussi la reprise de souffle de quelqu'un qui est en train de se noyer, probablement. Voilà. Et dans les ambiances, on a laissé beaucoup de vent aussi. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de vent dans le film, et on peut se dire que c'est aussi tous les fantômes. Oui, mais c'est un film très fantomatique. Alors, il y a une dernière question que j'aimerais vous poser parce qu'on la pose à l'issue de tous nos entretiens. Si vous deviez choisir et ne retenir tous les trois qu'un seul mot pour définir votre film, vous pouvez ne pas avoir le même bien entendu, quel serait-il? Écoute, c'est horrible, en fait, affection. Ben, c'est ça, affection. Enfin, vraiment, parce que je pense que on est assez content de la justesse du titre. Je dirais affection, mais je pense qu'Alexa, tu diras pas la même chose, tu diras plutôt... Affection. Ouais, on n'est pas dans le même sens. C'est ça. Alors Marc, ça dit. Franchement, je suis perplexe, je sais pas. Moi, j'aurais dit je pense à la lumière. La lumière, gardons lumière. Joli, c'est très beau. Merci à vous trois. Merci à toi. Et puis, Merci Marc. voilà, bonne chance au film aussi. Merci.